Bonjour à toutes et tous. On va d'abord saluer la préscience de notre coordinatrice, Aude Tépenier, qui a choisi ce jour où le dernier réduit de Daesh à Baghouz a été pris d'assaut. Ce n'est pas vraiment un événement historique, mais symboliquement, c'est pas mal pour pouvoir parler de l'Irak après Daesh. Toute la question, et au fond, notre rencontre va tourner, je pense, autour de ça, c'est est-ce que la victoire contre Daesh, je ne parle pas de Baghouz, mais plus généralement de l'écrasement militaire de Daesh, suffira ou non à permettre la pacification et la reconstruction de l'Irak. Alors je ne sais pas, parce qu'on n'en a pas parlé avant, ce que notre invité va nous en dire. Moi, j'ai tendance, personnellement, a priori, à dire que non. Que non, d'abord parce que l'Irak vit dans l'héritage empoisonné de l'intervention américaine. Ensuite, parce que Daesh n'a peut-être pas dit son dernier mot en Irak. Il y a toujours du terrorisme, il y a toujours des attentats, etc. Parce que aussi, peut-être même surtout, l'ordre milicien qui s'est installé accentue les divisions communautaires et ne permet pas de représenter la société dans sa diversité. Il y a une très jolie formule dans un article que j'ai lu de notre invité qui parle de, je cite, suprématie chiite, isolement sunnite, désaccord kurde. Voilà un beau résumé. Il faut aussi dire, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est quand même pour les Irakiens l'essentiel, que la population manque de services de base, encore aujourd'hui, d'eau potable, d'électricité, de santé, d'infrastructures qui ont été détruites pendant la guerre et ensuite pendant la guerre contre Daesh, au point d'ailleurs de provoquer, si ma mémoire est bonne, des émeutes au sud du pays. La question kurde, ça a été évoqué, pèse aussi encore. Et puis, j'ai été frappé quand même dans le vote du budget que malgré des ressources pétrolières quand même assez considérables, c'est 90% quasiment des recettes, il y a un déficit qui se creuse encore. Alors sur tous ces points, beaucoup mieux que moi qui ne suis qu'un néophyte, je ne peux le faire, nous allons avoir l'avis d'une experte, Louloua Al-Rachid, qui est docteur en sciences politiques, chercheuse au Carnegie Middle East Center de Beyrouth. C'est une spécialiste de la politique en Irak et dans la région du Golfe depuis près de 20 ans, on ne dirait pas. Elle a travaillé auprès de l'International Crisis Group et de nombreux organismes gouvernementaux en France et en Europe. Et je vous conseille, parce que c'est disponible facilement, si vous voulez approfondir, un article qu'elle a publié pour l'IFRI, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle « L'Irak après l'État islamique, une victoire qui change tout ». C'est un article qui date de 2017, mais quand on le lit, on voit qu'on est encore très largement dans cette problématique. Donc, vous connaissez la règle du jeu. Vous avez 20 à 30 minutes. À 30 minutes, on coupe. Et ensuite, non, je plaisante. Vous pouvez en faire 40 si vous voulez. C'est à vous de. Voilà. Et ensuite, c'est à nos amis d'intervenir, de vous poser des questions, de vous applaudir, de vous siffler, enfin, tout ce qu'ils voudront faire, enfin, avec civilité de toute façon. Donc, c'est à vous. Merci, bonjour à tous, merci d'être venus. M'écoutez, vous parlez de l'après-Daesh. Alors, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, l'après-Daesh en Irak, j'aimerais juste dire quelques banalités, généralités sur l'après-Daesh, en fait, dans la région. Et pour ça, je crois qu'il est extrêmement important, à mon sens, de mettre le curseur sur les marges, en fait, les marges socio-économiques et géographiques du Levant. Je pense qu'il est extrêmement important d'être aujourd'hui loin de la guerre, du prisme de la guerre contre le terrorisme, qui est quasiment achevé au sens enfin, dans la mesure où Daesh a été délogé de tous ses sanctuaires territoriaux, et je vois mal
une organisation djihadiste renaître dans le court et moyen terme sous cette forme territoriale, administrative, militaire et financière qu'a pu prendre l'État islamique sur un immense territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie. Donc je pense qu'il est aujourd'hui important de mettre de côté ce prisme de la guerre contre le terrorisme, de recentrer l'analyse et la recherche sur les grandes problématiques socio-économiques, sur les marges exclues, les marges paupérisées de la région, où on le voit, il y a une effervescence sociale, une agitation extrême. Soudan, Algérie, le sud de l'Irak est en proie à une agitation sociale assez intense depuis l'été 2015. Et je crois qu'on a toutes les bonnes raisons de croire que la prochaine déflagration sera plus violente, mais elle ne revêtira pas une phraséologie djihadiste, un habillage islamiste. Elle prendra probablement la forme d'émeutes sociales. Les revendications socio-économiques vont revenir sur le devant de la scène. Juste quelques chiffres. Un chiffre qui me frappe, il y a aujourd'hui dans la région, au Moyen-Orient, plus de 60 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de l'aide humanitaire pour leur propre survie et leur propre subsistance. Donc c'est une région où les dysfonctionnements socio-économiques sont effrayants. Et c'est important de revenir aujourd'hui dans cette phase de l'après-Daesh sur toutes ces problématiques socio-économiques et de comprendre en quoi au Levant, en particulier les deux principaux États du Levant, du Mashrek, la Syrie et l'Irak, sont aujourd'hui... il est impossible d'imaginer un retour au statu quo ante, il est impossible d'imaginer le retour de cet État mashrekite puissant, centralisé, extrêmement bureaucratisé et qui a une capacité illimitée de contrôler le territoire et la population, les mouvements de population, de contrôler ne serait-ce que ses propres frontières. Je crois que cette période-là est révolue. Nous allons vers d'autres modalités de redéploiement de l'autorité publique, peut-être sur des morceaux de territoire rétrécis, de façon parcellaire, mais en tout cas, l'Irak où le changement a été initié en 2003, le fameux changement de régime. L'Irak, on le voit, en 2003, donc 2019, plus de 16 ans plus tard, l'Irak n'a toujours pas retrouvé la forme d'un État stabilisé, d'un État qui est capable de défendre son territoire, qui est capable de faire face aux interférences étrangères, et un État surtout qui est capable de réguler socialement et économiquement sa population, qui est capable de délivrer les services publics de base à la population. Donc la transition, si on veut jargonner un peu en termes comme le font les experts, dont je fais hélas partie. Si on parle de transition politique, on le voit bien, c'est une question il ne faut pas oublier les temporalités. Ce sont des temporalités longues, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas que le tyran ou le dictateur tombe pour qu'un ordre politique se mette en place de façon consensuelle et légitime. Voilà, donc il faut reprendre un peu, il faut garder tout cela en tête. Maintenant, donc l'après-Daesh en Irak, on avait tous le pressentiment que l'après-Daesh en fait serait encore plus périlleux que la guerre contre les djihadistes. On voyait déjà se mettre en place dans la guerre contre l'État islamique des phénomènes porteurs de risques, porteurs de fragilité pour l'ensemble pour la construction, pour l'édifice irakien. Et on le voit aujourd'hui, l'Irak, officiellement, la guerre contre Daesh a été gagnée à l'automne 2017 avec la libération de l'ensemble des villes qui étaient tombées sous le contrôle territorial de Daesh. Depuis donc l'automne 2017, Daesh ne contrôle plus aucun village irakien, ne serait-ce qu'un petit village. Alors évidemment, les djihadistes dont un grand nombre a été éliminé ou est actuellement retenu dans des centres de ce qu'on appelle Mukhayamat al-Azl. En fait, ce sont des camps d'isolement dans lesquels sont détenus alors les chiffres, là encore, sont impossibles à vérifier,
Selon les sources, ça va de 20 à 40 000 hommes en âge donc de porter des armes, mais ça peut aussi inclure des vieillards qui ont été à tort ou à raison accusés d'avoir été des djihadistes. Ce sont des camps qui existent aujourd'hui à l'intérieur de l'Irak, dans les régions sunnites, éparpillés, parfois dans des zones complètement désertiques. Ils sont enfermés, ils ne disposent plus de papiers d'identité, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas circuler. Le processus est totalement arbitraire. La corruption contribue à ce qu'un certain nombre d'entre eux ressortent et disparaissent dans la nature. Mais je dirais que Daesh a perdu quand même son infrastructure humaine, militaire, administrative. Ses réseaux ont tous été complètement détruits. Donc, il ne subsiste aujourd'hui que quelques éléments isolés qui se cachent dans des zones montagneuses ou désertiques. Et je dirais que là où ils ont un potentiel de nuisance, c'est dans des zones qui sont problématiques, soit parce qu'elles sont mixtes, c'est-à-dire il y a des Arabes et des Sunnites, des Arabes et des Kurdes, soit parce qu'elles sont totalement enclavées et impossibles d'accès. Mais leur potentiel de nuisance il ne faut pas l'exagérer aujourd'hui. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une autre formule djihadiste ou d'un autre type d'organisation, mais il ne faut pas alimenter cette obsession de Daesh. Qui quand même a été vaincu. Alors, comment est-ce que l'État irakien a vaincu l'État islamique? Je dirais qu'il l'a fait en mobilisant, en faisant une véritable levée en masse. Il y a eu aussi à ce moment-là, dans l'ensemble de la société irakienne, y compris dans le camp sunnite, un véritable réflexe de préservation, en fait, de préservation de l'ordre, qui a consisté à se rallier au gouvernement, à légitimer son action et sa guerre contre les combattants de l'État islamique. Et là encore, il faut rappeler que cette guerre a été vaincue, évidemment, grâce aux centaines de milliers de soldats irakiens, de combattants irréguliers, de miliciens chiites. Elle a été gagnée grâce à l'appui aérien de la coalition qui a été extrêmement important, mais elle a été aussi gagnée grâce à la coopération et à la collaboration de la population sunnite dans les régions qui ont été administrées et occupées par Daesh. C'est notamment grâce au renseignement humain fourni par des habitants que la coalition a pu frapper et éliminer un certain nombre de commandants de l'État islamique. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il convient de souligner. La guerre contre l'État islamique ne peut pas être gagnée sans un minimum d'adhésion de la part des populations locales et sans leur coopération. Et il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que l'État islamique, son type d'administration, a finalement fait très peu l'unanimité. Les sunnites d'Irak se sont résignés à l'État islamique, mais il n'y a pas eu véritablement d'adhésion idéologique. On le voit, ils ont été extrêmement rapides à basculer dans le camp gouvernemental. Donc là encore, il ne faut pas, je ne cherche absolument pas à minimiser l'ampleur du phénomène État islamique, mais il ne faut pas aller trop loin et il ne faut pas non plus en faire une déferlante idéologique et surestimer l'adhésion d'un certain nombre de catégories ou d'acteurs dans la société irakienne au projet djihadiste. Vous avez tous entendu parler évidemment des prouesses de l'appareil des unités du contre-terrorisme irakien. Elles ont été véritablement le fer de lance de cette reconquête du territoire. Mais elles n'auraient pas pu le faire sans, encore une fois, l'aide de la coalition et surtout sans la levée en masse de troupes irrégulières. Ce sont les fameuses unités de la mobilisation populaire, les fameuses milices dites chiites, même si elles ont aussi incorporé des sunnites et des représentants de toutes les autres communautés irakiennes, notamment parmi les minoritaires. Il y a eu même des milices chrétiennes qui se sont battues pour la reconquête de leur village et de leur région dans la plaine de Ninive. Véritablement, ça a été un véritable phénomène populaire, un raz-de-marée, qui a été initié, comme vous le savez sans doute, par une fatwa religieuse de l'ayatollah Sistani. Elle était 2014, qui a appelé tous les hommes
en état de porter des armes à seconder les troupes régulières, l'armée nationale et la police fédérale dans la guerre contre Daesh. C'est donc important de garder à l'esprit que la guerre contre le terrorisme a été gagnée aussi par quel que soit le bien ou le mal qu'on pense de ces unités de la mobilisation populaire, elles ont quand même joué un rôle important dans la défaite de l'État islamique. Elles ont fonctionné, elles ont eu un mode de fonctionnement, c'est-à-dire elles étaient à la fois là pour seconder les troupes officielles, les troupes régulières, mais en même temps, on voyait déjà se mettre en place les germes d'une rivalité qui aujourd'hui s'exprime au grand jour, les germes d'une compétition, d'une rivalité pour le contrôle des ressources publiques et pour le contrôle du champ sécuritaire irakien. C'est quelque chose aujourd'hui qui est à l'œuvre. Nous sommes à un tournant. J'en parlerai, je reviendrai là-dessus un peu plus loin dans ma présentation. L'Irak a connu ses premières élections, a aussi réussi. Donc, comme je l'ai dit à l'automne 2017, l'ensemble du territoire a été reconquis. Au printemps 2018, donc un an après, il y a eu des élections législatives en Irak en mai 2018. Même si on a pu constater ici et là des fraudes, certaines ont été extrêmement sérieuses. On a constaté des intimidations, un recours à la violence, quelques assassinats. Dans l'ensemble, c'est les élections. Alors, il y a aussi le fait ces élections ont pu avoir lieu. Elles ont permis d'assurer un renouvellement de la classe politique, enfin un renouvellement en tout cas de l'équipe dirigeante, pas tant de la classe politique, mais du moins du gouvernement. Elles consacrent aussi une forme de rotation pacifique au pouvoir, et ce n'est pas négligeable. L'autre élément positif de l'après-Daesh, c'est sans doute le fait que le discours ethno-confessionnel n'est plus quelque chose que les Irakiens sont prêts à entendre. Ce n'est plus quelque chose qui fait recette. Les politiciens ne peuvent plus en user et abuser comme auparavant pour élargir leur base de mobilisation. C'est quelque chose qui est aujourd'hui rejeté par l'ensemble de la population, y compris par les Kurdes, dont la revendication nationale ou ethnique était centrale. On le voit aujourd'hui, le débat intra-kurde est en train aussi de s'éloigner de cette obsession ethno-nationaliste et est en train de se concentrer sur des problématiques socio-économiques. Là encore, vraiment, l'heure est aux revendications socio-économiques, l'heure on demande aux politiciens de rendre des comptes. On les tient pour responsables de l'état lamentable des infrastructures publiques. On les tient pour responsables de l'état lamentable de l'économie. Et c'est sur ça que la population exige des réponses et non plus sur la défense de l'ethnie ou de la secte ou de l'islam ou de la religion. Donc c'est quelque chose quand même qui est un élément positif de cet après Daesh. Il y a un ras-le-bol des affiliations communautaires. Il y a un ras-le-bol des partis islamistes qui sont, je le rappelle, au pouvoir en Irak depuis plus ou moins 2003, toutes sunnites comme chiites. Il y a un ras-le-bol qui s'est exprimé par les slogans qu'on a entendus dans la mobilisation, que ce soit à Bagdad ou dans le sud du pays. Il y a périodiquement des manifestations d'une intensité variable. Alors c'est plus intense dans le sud, ça baisse un peu à Bagdad, mais il y a quand même ce rituel de mobilisation tous les vendredis où des activistes de la société civile, des jeunes surtout, se rassemblent à Bagdad, place Tahrir, pour exiger des réformes du système politique, pour exiger une véritable politique de lutte contre le fléau national. En plus du terrorisme, le deuxième fléau, peut-être à part égale, en fait, c'est la corruption, qui est le véritable fléau. Donc il y a une mobilisation. Le prisme de la guerre contre le terrorisme ne suffit plus à faire taire toutes les dissidences aujourd'hui. Les gens exigent des réformes, exigent une amélioration de leurs conditions de vie, et ça, c'est en soi quelque chose de positif. Je dirais que cet élément positif fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de polarisation ni ethnique ni confessionnelle, quasiment plus. Ce ne sont pas les sunnites dressés contre les chiites, ce ne sont plus les arabes contre les kurdes, c'est véritablement des guerres internes à chaque communauté.
On le voit aujourd'hui, l'instabilité ou la stabilité de l'Irak ne dépend plus des équilibres intercommunautaires, mais dépend véritablement des rapports de force propres au chiisme irakien, à l'intérieur du chiisme irakien, qui, encore une fois, n'est pas un bloc monolithique, ce n'est pas un bloc entièrement inféodé à l'Iran ou nationaliste opposé à l'Iran. Je crois que c'est juste quelque chose de très flou, de très mouvant, où les idées comptent finalement pour peu face aux intérêts et aux calculs opportunistes des uns et des autres. Donc c'est un échiquier politique où tout est possible, c'est-à-dire celui qui s'est fait l'apôtre du nationalisme irakien et de Iran barra barra, c'est-à-dire Iran dehors dehors, qui a été le slogan scandé par les manifestants à partir de 2015. Cette même faction politique peut du jour au lendemain finalement mettre en sourdine ce discours anti-iranien et aller négocier avec Soleimani à Téhéran. Donc là encore, il est difficile de prévoir les rapports de force au sein du monde chiite. Mais c'est de ce rapport de force qui peine à se stabiliser à l'intérieur de l'échiquier politique chiite que dépend la stabilité ou l'instabilité aujourd'hui en Irak. Le monde sunnite est entièrement dévasté, il sort de l'équation, les régions sunnites sont détruites, il y a une véritable crise de l'autorité dans le monde sunnite. L'autorité religieuse sunnite n'a jamais eu la même ampleur ni la même importance que la Majaria chiite. Elle est aujourd'hui fractionnée, d'autant plus qu'il n'y a pas cette tradition de la fatwa unique et centralisée, en fait. Finalement, une fatwa de Sistani peut faire bouger les choses. Il n'y a pas côté sunnite l'équivalent de Sistani. Nous avons des autorités religieuses concurrentes et rivales, 3 ou 4 à peu près autorités. Il y a surtout une tradition de fonctionnalisation en fait de l'autorité religieuse sunnite qui, même après la chute du régime de Saddam, ne parvient pas aujourd'hui à se transformer en autorité indépendante capable d'émettre des fatwas et de donner des grandes orientations ou des directives à la population sunnite. C'est une guerre fratricide entre eux où on règle ses comptes, on s'accuse aujourd'hui de collusion avec Daesh pour, à tort ou à raison, mais c'est le moyen le plus simple de se débarrasser d'un adversaire politique. Ceux qui ont véritablement été pro-Daesh ont aussi les moyens, via la corruption, d'obtenir un blanc-seing et de se réinsérer dans le jeu politique. Finalement, tout cela entraîne un discrédit de l'ensemble des autorités ou des autorités sunnites, qu'elles soient religieuses ou politiques, vis-à-vis de la population qui a désespéré de faire entendre sa voix ou d'être représentée au sein du jeu politique. Finalement, aujourd'hui, ce qui reste sur le marché, ce sont des autorités tribales, un mélange de notables tribaux, de religieux. Et là, la tendance est au salafisme quiétiste. C'est finalement ce qu'il y a de plus, disons, de plus praticable au quotidien pour les gens qui cherchent quand même des instances de régulation, ne serait-ce que pour résoudre les conflits qui émergent, le cycle infernal de vengeance et de règlement de comptes, parce qu'on est loin d'avoir épuisé cette violence de l'après-Daesh qui déchire en fait le monde sunnite et qui empêche d'envisager sa stabilisation et sa réintégration pleine et entière dans le jeu politique. Aujourd'hui, les sunnites d'Irak n'ont pas d'autre solution que finalement de s'accrocher à un acteur dominant de l'échiquier politique chiite et de revenir par le biais de la cooptation dans le jeu politique. Ils ne peuvent plus exister aujourd'hui en tant qu'acteurs politiques autonomes. Ils ne sont que des auxiliaires dans un jeu politique dominé par les poids lourds du chiisme irakien et son sponsor iranien. Donc là, aujourd'hui, les politiciens sunnites qui existent à Bagdad, notamment par exemple le président de l'Assemblée nationale, est un jeune issu du monde tribal de Anbar, de l'ouest irakien. Il ne doit son ascension politique qu'au fait qu'il a donné assez de gages aux Iraniens pour être coopté et finalement ça fait partie d'une transaction politique. On ne peut aujourd'hui, quand on est un politicien sunnite, exister politiquement à Bagdad que si on a l'approbation de Téhéran ou du moins de ses
de ces relais irakiens. Donc ça, c'est pour le monde sunnite. Pour le monde kurde, les problématiques sont là encore socio-économiques, et le social et l'économique est de plus en plus virulent. La société kurde n'est plus ne peut plus être bernée par les grands slogans de l'indépendance, enfin, je veux dire, la martyrologie, Halabja, la victimisation, tout ça. Je crois que c'est loin derrière. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui qui exige qu'on lui rende compte de la mauvaise gestion du pays, de la mauvaise administration de la société et de la paralysie économique. Donc ça, c'est quand même, à mon sens, disons, un développement ou une conséquence un des traits dominants de cet après-Daesh et un des traits positifs. Alors, où sont les zones de fragilité et d'incertitude? Je crois qu'à mon sens, il y a 3 causes de vulnérabilité à long terme et qui peuvent potentiellement être explosives en Irak. Alors, juste, ces 3 causes, en fait, sont 3 traits que je vais un peu brosser grossièrement sur cet après-Daesh. Comment fonctionne cette entité politique dans l'après-Daesh? Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'abord le premier trait caractéristique de cette entité irakienne dans l'après-Daesh, c'est on ne sort pas de cette logique de fragmentation de l'autorité publique et de morcellement du territoire. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis 2003, 2006, si on considère que la vraie date de transition en Irak, c'est 2006, à partir de la mise en place d'un gouvernement irakien, et les Américains qui ont occupé et administré le pays entre 2003 et 2006, en fait, vont se retirer. Ils le resteront militairement jusqu'à fin 2010-2011, mais ils vont passer le relais à un gouvernement irakien élu. Les Irakiens n'arrêtent pas de voter depuis 2006. Il y a des élections législatives et des élections de province pour élire les représentants des gouvernements locaux. L'Irak, je le rappelle, est un État fédéral. Mais c'est aussi un État qui est en tout cas du moins sur le papier, un État extrêmement décentralisé aujourd'hui, où Bagdad essaye de se soulager du fardeau d'un certain nombre de secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture, enfin dans différents dossiers. Bagdad se contente juste de transférer un budget au gouvernorat, qui est un budget calculé selon le prorata de leurs habitants. Et Bagdad ne se mêle plus de la gestion de la santé à Ninive ou à Bassora. C'est la prérogative des équipes locales et du gouvernement local. Donc c'est un pays où on a une façade démocratique, c'est un pays qui n'est ni vraiment démocratique ni vraiment autoritaire. Il y a un certain pluralisme et c'est important de le souligner. Il y a une presse libre, même si parfois les journalistes qui vont trop loin dans la dénonciation, par exemple, de la classe politique et de sa corruption. Ils le payent de leur vie. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, un poète de Karbala a été assassiné devant chez lui pour avoir dénoncé le racket des milices et l'emprise de l'Iran sur les milices. Il l'a payé de sa vie, il a été assassiné. Donc voilà, mais en dépit de tout ça, les journalistes irakiens font leur boulot, dénoncent, il y a un débat, donc il y a un pluralisme aussi, mais il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes ni dans un régime démocratique, ni dans un régime autoritaire, nous sommes plus exactement dans un régime un peu hybride, où il y a une fragmentation de l'autorité, et un territoire qui ne vit plus au même tempo, qui ne vit plus de façon homogène, selon les mêmes rythmes, les mêmes contraintes. Vous pouvez avoir des gouvernorats extrêmement paisibles, avec un début de reconstruction économique, en tout cas une activité économique plus soutenue, et vous pouvez avoir des gouvernorats, des régions complètement sinistrées, dévastées, avec des équipes administratives locales qui n'ont plus de référents, qui n'ont plus d'autorité de tutelle et qui sont livrées à elles-mêmes et qui font du bricolage pour parer au plus urgent. Donc c'est important
de quitter un peu ce prisme du djihad, de la guerre contre le terrorisme, de la polarisation sunnite, chiite, arabe, kurde, et de rentrer un peu dans le détail du fonctionnement, du véritable fonctionnement du pays qui est lamentable, qui est celui d'un État qui ne parvient pas en fait à contrôler son territoire, qui ne parvient plus à réguler le territoire et qui est obligé de composer avec des tas d'acteurs locaux. Je dirais que ce n'est pas tant l'effondrement de l'État, puisqu'il persiste, c'est ce que j'appellerais la parallélisation de l'État. C'est-à-dire vous avez des autorités parallèles qui ne sont pas en conflit avec l'État, mais qui finalement sont dans une relation assez tendue avec l'État. Parfois, ces autorités locales coopèrent, parfois elles bloquent l'action de l'État quand il y va de leur intérêt. Mais en tout cas, voilà, c'est plus un schéma d'étatelets parallèles ou d'autorités hybrides qui, parfois, comme le cas des milices, le phénomène des miliciens, par exemple, est au cœur de cette problématique en fait de transformation de l'autorité publique. Les milices qu'on appelle Al-Hashd al-Sha'bi, la mobilisation populaire, c'est une constellation de milices qui ont été créées comme ça, de façon un peu anarchique. Elles se sont toutes raccrochées à la fatwa de Sistani pour se légitimer. Très bien. À partir d'un moment, elles ont été en symbiose avec l'État, dans la mesure où cet État irakien, c'était le gouvernement Abadi, voulait quand même les encadrer, leur imposer des limites, et n'a eu d'autre choix que, en fait, finalement, de les salarier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les milices de la mobilisation populaire touchent un budget de l'État, enfin, qui est un budget qui vient du Premier ministre, qui passe au Parlement, mais en toute opacité. Ce budget, on est entre 1,5 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Donc c'est quand même extrêmement important. C'est le budget dont disposent aujourd'hui les milices. Toutes ces milices ne sont pas sur un même pied d'égalité, évidemment. Il y a celles qui n'existent que sur le papier et qui ne sont qu'un moyen de capter de la ressource publique. Il y a celles qui ont vraiment une capacité militaire prouvée. Mais toujours est-il que c'est un ordre militaires parallèles. Ils ont joué un rôle important, pas tant sur le plan technique et militaire, parce que là encore, il y avait les forces du contre-terrorisme et quelques divisions de l'armée irakienne qui étaient assez soudées, assez professionnelles, plus l'appui de la coalition internationale, l'appui aérien, mais elles ont servi de contre-force idéologique, en fait, pour battre Daesh. C'est-à-dire, comme Daesh, on avait des hommes fanatisés religieusement, et capables de sacrifier leur vie pour la défense de la secte ou de la nation chiite irakienne. Et c'est là où leur apport a été extrêmement important. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur la façon dont cette guerre contre Daesh a été gagnée. C'est-à-dire elle a été gagnée dans le cas irakien et dans une moindre mesure aussi dans le cas syrien par une contre-mobilisation idéologique, par un autre fanatisme finalement. Par cette fatwa religieuse qu'il est aujourd'hui impossible de critiquer ou de contester. Et ensuite, cet ordre qui a été créé en dehors de l'État et finalement se greffe, cannibalise l'État et finit par être financé par l'État. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. On retrouve la même problématique en Syrie avec toutes ces milices loyalistes pro-régime dont Bachar al-Assad ne sait pas quoi faire aujourd'hui. On a plus de 50 000 combattants qui sont devenus un fardeau pour le régime après la libération de quasiment l'ensemble du pays. Est-ce que j'ai encore 5 minutes. Donc, fragmentation de cette autorité publique, morcellement du territoire avec des tempos, des rythmes complètement différents. Deuxième cause de vulnérabilité, c'est je dirais, l'économie irakienne qui reste dans l'impasse. Dominique l'a dit, on est dans un pays rentier, pays pétrolier, qui n'a pas d'économie productive. Il n'y a vraiment plus rien en Irak. Il ne subsiste plus rien
disons, de l'appareil industriel de l'époque de Saddam Hussein. Nous sommes dans le cadre d'une économie entièrement rentière, totalement dépendante du prix du baril de pétrole, d'une économie où le seul secteur créateur d'emplois, c'est la fonction publique. Elle a triplé de taille depuis 2003. Si on compte le nombre de retraités de la fonction publique, elle a triplé de taille. On a aujourd'hui 5 millions de personnes entre fonctionnaires et retraités de la fonction publique. C'est énorme. C'est quelque chose qui consomme ce budget de fonctionnement de l'État, en fait, consomme les 3/4 du budget, ce qui ne laisse absolument plus rien pour les investissements et surtout pour la reconstruction du pays. Là encore, depuis 2003, il n'y a pas eu de reconstruction en Irak. Il ne faut pas se leurrer. Toutes les conférences internationales qui ont été organisées, les promesses de fonds, les dons promis par les partenaires de l'Irak, ça ne se concrétise pas. On ne sort pas de cette logique d'économie rentière improductive qui ne produit que des chômeurs, lesquels chômeurs ne trouvent à s'employer aujourd'hui que dans le secteur de la violence, dans le secteur milicien, qui est, là encore, c'est une boutade, mais c'est vrai, c'est le seul secteur créateur d'emplois. Entre 2013 et maintenant, le secteur milicien a créé 150 000 emplois en Irak. Et je ne parle pas de tous ceux qui se greffent aujourd'hui sur cet ordre milicien et sur l'économie un peu mafieuse que le secteur milicien permet. Donc, morcellement de l'autorité publique et du territoire, une économie toujours dans l'impasse. La troisième caractéristique de cet ordre post-Daesh, c'est finalement, c'est un peu la dégénérescence du système politique irakien qui a été mis en place par les Américains avec ses logiques de quotas ethniques, confessionnels. On est en train de vivre un moment d'extrême discrédit, d'extrême délégitimation de ce système politique aujourd'hui, dans la mesure où il est impossible à réformer. C'est impossible. Aucun acteur n'est en mesure d'imposer une réforme aux autres. Quand bien même, sincèrement, l'actuel Premier ministre voudrait réformer le système, il n'a pas l'autorité suffisante, il ne commande pas cet appareil administratif, il est loin de contrôler l'ensemble des forces armées du pays, donc la réforme est impossible. C'est un système irréformable, il ne l'est pas plus que... Il l'est comme le système libanais l'est depuis l'accord d'Otaïf. Il n'y a pas de raison que ça marche en Irak, vu en plus le changement d'échelle et l'ampleur des divisions intracommunautaires et intercommunautaires. Il est véritablement irréformable. L'actuel Premier ministre, on s'est réjoui parce d'abord, il a la nationalité française pour avoir été longtemps en exil en France. C'est quelqu'un qui est perçu comme un technocrate, comme un économiste de formation. La réalité est que nous avons avec Abdelmahdi un Premier ministre assez âgé, qui lui-même est issu de la vieille garde, en fait, de la vieille garde d'opposants qui ont pris le pouvoir, qui sont arrivés en 2003 et qui n'ont pas pu changer quoi que ce soit finalement, à part consolider un système de gouvernement dans lequel la corruption, la prédation des ressources publiques fait figure de principales règles de fonctionnement. Adel Abdelmahdi n'est pas différent en cela. Je crois que c'est l'un des premiers ministres les plus faibles que l'Irak ait connu depuis 2006. Il est cerné de toutes parts. Il fait face à un État profond qui est encore aux mains de l'ancien parti, le parti Dawa, qui a été au pouvoir sous Ja'fari et les deux mandats sous Brahim el-Ja'fari, qui a été le Premier ministre de l'Irak après les élections de 2006. Ensuite, les deux mandats de Nouri el-Maliki. Cette mainmise du parti islamique, de l'appel islamique Hizb al-Dawa est finie aujourd'hui, mais ces hommes ces réseaux restent dans l'appareil d'État et Abdelmahdi doit faire face à dans sa propre administration à l'influence de ce parti, dont il n'est pas issu, même si idéologiquement il a pu en être très proche à différents moments, parce que Abdelmahdi a connu différents revirements politiques et différentes étiquettes. Il a revêtu différentes étiquettes politiques allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, et avec un consensus islamiste modéré aujourd'hui. Mais en tout cas, il fait face à une administration qui ne lui obéit pas. Il a en face de lui le monstre milicien, qui cherche à s'institutionnaliser, qui cherche à rentrer dans l'appareil d'État et qui, en plus, a une légitimité électorale. Les élections de 2018, du printemps 2018, ont propulsé
deux figures de l'ordre milicien, en fait, deux catégories de miliciens au devant de la scène politique. Il y a Muqtada Sadr, mais on y reviendra dans les questions si vous le voulez bien. Muqtada Sadr, qui est aujourd'hui la première force politique du pays par le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Il a 54 sièges. C'est le premier bloc politique. En face de lui, il y a son alter ego milicien, dont on nous dit qu'il est inféodé à l'Iran, c'est-à-dire, alors que Muqtada est perçu comme anti-iranien, mais là encore, ça se discute. Et dans le camp soi-disant inféodé à l'Iran, là encore, ça se discute. Il y a des gens qui le sont un peu moins, il y a des gens qui le sont à contre-cœur, et il y a des gens qui sont prêts à faire défection aussi. Donc, cet ordre milicien, il est là, il contrôle le Parlement. Vous avez un Premier ministre qui ne contrôle rien. Ce qui se joue aujourd'hui en Irak, c'est comment est-ce qu'on transforme des acteurs, des entrepreneurs politico-militaires issus de l'ordre milicien en politiciens, en acteurs politiques légitimes du système. Je crois que c'est ça la principale aujourd'hui difficulté pour l'Irak d'après Daesh. Tout est en train de se jouer là-dedans. Il y a des premiers symptômes d'un affrontement dont il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur, puisque je crois que tout ce monde milicien fonctionne sous quand même une tutelle iranienne, qui est l'arbitre suprême sur l'échiquier politique chiite. Et il ne faut pas se leurrer sur le poids des Américains aujourd'hui. Ils n'ont eu aucun rôle dans la formation du gouvernement, lequel gouvernement n'est toujours pas complet. Il y a les postes les plus sensibles, c'est-à-dire l'intérieur et la défense, qui n'ont pas été pourvus, faute d'accord entre les principales composantes chiites. Les autres ne sont que là pour entériner ou finalement basculer du côté de celui qui s'imposera. Donc c'est ça aujourd'hui, à mon sens, la principale difficulté en Irak. Un ordre politique qui est fragilisé par ce jeu de pouvoir, ce rapport de force qui ne se stabilise pas à l'intérieur du monde chiite, qui en même temps fait face à des revendications socio-économiques de grande ampleur, avec une mobilisation qui continue, dont l'intensité est variable d'une région à l'autre dans le pays, mais qui est là, qui fait pression sur ce système. Et effectivement, cette mobilisation peut aujourd'hui servir de tremplin pour quiconque veut renverser en fait le jeu et veut saisir l'opportunité de s'imposer aux autres. Donc voilà ce que je peux dire sur l'Irak, et je serais ravie de répondre à vos questions sur un certain nombre de points que j'ai laissés un peu en suspens. Voilà, merci. Beaucoup. Je dois dire que nous avons beaucoup de chance, parce que c'est très rare d'avoir des analyses de ce type. Je n'ai absolument pas fait ma présentation. Oui, mais ça c'est le jeu, c'est normal. Donc au fond, si je veux résumer, l'Irak d'aujourd'hui ressemble à ce que sera le Liban après, qu'à Dieu ne plaise, le prochain affrontement entre Israël et le Hezbollah. C'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'à Dieu ne plaise, parce que, comme on sait, cet affrontement-là sera autre chose que celui de 2006. Sans doute. Malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'est pas parce que je travaille sur l'Irak que je suis obsédée et que je suis obsédée par ce qui se passe en Irak. Mais je pense que l'Irak, dans la mesure où le changement a commencé en 2003, est un formidable laboratoire politique pour un peu tirer des enseignements sur ce à quoi la région pourrait ressembler en fait dans les années à venir. C'est-à-dire, il y va de la reconfiguration, de la transformation de l'autorité publique. On est sorti de l'ordre ancien, de cet État autoritaire. On va vers autre chose, et cette nouvelle configuration est encore floue, incertaine, mais je pense que l'Irak peut servir de modèle en fait. Voilà la substantifique moelle. C'est à vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Madame avait demandé, devant, tout à fait devant. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis trop intéressée par le sujet car je travaille sur la politique étrangère des États-Unis en Irak depuis 1989 jusqu'à 2005. Alors, ma question, en fait, je veux sortir un peu de l'Irak, du plan interne, pour aller un peu dans la région. Tout le monde sait qu'on est face à une montée du chiisme dans la région et surtout en Irak et dans plusieurs pays.
Je veux demander une question concernant les pays sunnites voisins. C'est-à-dire comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et tout ça, ces pays-là, depuis très longtemps, ils étaient face à un risque, entre parenthèses, d'une menace de Saddam. Maintenant, quelle est la position, par exemple, du Royaume de l'Arabie Saoudite face à cet axe chiite qui est en train de se former, à ce renforcement du chiite en Irak? Quelle est leur position? Est-ce qu'ils interviennent avec la communauté sunnite un peu pour, pour minimiser le risque d'un montée d'un axe chiite iranien, persique, envers les pays sunnites de la région? Vous voulez qu'on prenne une question après l'autre ou plusieurs? Comme vous voulez. Non, c'est vous. Je vais peut-être répondre. Allez-y, parce que allez-y. Ça, c'est Oui. politique extérieure. Bon. 2003, au moment de l'invasion, l'ensemble des pays arabes ont approuvé l'invasion américaine de l'Irak. Ce n'est que dans les années 2003 à 2006, au moment où une insurrection armée s'est mise en place contre l'occupation américaine, que les positions ont commencé à diverger, avec les Irakiens accusant les pays arabes de favoriser l'entrée des combattants et des djihadistes en Irak, ce qui était le cas. Et là, un des régimes qui a le plus œuvré pour l'entrée des djihadistes en Irak, c'est le régime syrien. Beaucoup moins que les pays du Golfe, habituellement accusés d'être les principaux pourvoyeurs de djihadistes. L'Irak, aujourd'hui, l'Irak a connu une période sous Nouri el-Maliki d'ostracisme de la part des pays arabes, puisque Maliki était perçu comme un premier ministre autoritaire, sectaire, qui a beaucoup fait pour antagoniser et marginaliser les sunnites et les pousser à l'insurrection armée. Aujourd'hui, cette époque-là est révolue. L'ensemble des pays arabes ont plus ou moins normalisé leurs relations avec l'Irak. Le gouvernement de Haïdar al-Abadi, donc entre 2014 et 2018, a beaucoup œuvré en fait pour réinsérer l'Irak dans son environnement régional arabe, pour réaffirmer l'arabité de l'Irak, et c'était une façon d'atténuer la polarisation sunnite-chiite, en fait, et d'extirper l'Irak de cet axe de confrontation entre l'Iran et les principales puissances arabes. Abadi y est partiellement parvenu. C'est l'époque où les principaux pays du Golfe ont rouvert leurs ambassades, à commencer par l'Arabie Saoudite à Bagdad, ont rétabli les relations diplomatiques, les relations économiques et commerciales. Plusieurs accords, plusieurs traités bilatéraux ont été signés. Ça reste sur le papier. Et aujourd'hui, on est dans une phase où, depuis la défaite de Daesh, on est dans une phase où les puissances arabes dites sunnites ne pèsent plus rien en fait sur le terrain irakien. Elles ont perdu la plupart de leurs alliés sunnites qui ont été soit discrédités parce qu'ils ont à un moment donné basculé dans le soutien aux djihadistes, soit parce qu'ils se sont exilés, soit parce que, pire que tout, ils ont basculé du côté iranien. Donc aujourd'hui, ni l'Arabie Saoudite, ni les pays, ni les Émirats ne disposent. Ils ont encore des politiciens qui financent, qui payent, mais ils ne disposent pas de véritables leviers d'influence. Il ne faut pas se leurrer. L'Irak est la chasse gardée de l'Iran, même si, en disant cela, je n'affirme pas que les acteurs politiques irakiens sont dépourvus de toute autonomie ou de tout réflexe nationaliste. Loin de là. Mais en tout cas, aujourd'hui, en termes d'influence sur les rouages du pouvoir, sur l'ensemble de la classe politique, qu'elle soit régulière ou irrégulière, c'est-à-dire milicienne, l'acteur extérieur dominant, c'est l'Iran. Et je ne vois pas, avec ou sans l'administration Trump, les choses changer. Finalement, c'est faire de l'Irak un terrain d'affrontement entre sunnites et chiites, faire de nouveau un terrain d'affrontement entre l'Iran et l'Occident et ses alliés arabes, c'est trop dangereux puisque personne n'a les moyens sur le terrain en fait de rivaliser avec l'influence iranienne. Voilà. D'autres questions, oui? Merci pour cette présentation extrêmement détaillée et très très claire. Vous avez dit à un moment donné que les gens dans le sud scandent dans la rue l'Iran barra barra, ça veut dire dehors, dehors, l'Iran.
Mais vous avez dit aussi qu'il aille, s'ils veulent quelque chose, qu'il aille négocier avec Slimani à Bagdad. On a l'impression que Slimani est bien installé à Bagdad, il a de bureaux, c'est lui qui dirige tout. Et je voudrais simplement demander deux choses. Est-ce que l'Iran peut exister en Irak sans la violence et l'agitation en continu dans ce pays ou bien dans le pays autour? Et comment ça se fait, la cohabitation entre les Américains et les Iraniens quand même en Irak? Il y a quand même 5000 soldats avec tout l'armada américain, avec tout l'armada américain qui sont tout autour. Comment ça peut continuer ce genre de choses? On le voit depuis les années 2010-2011, depuis le début du printemps arabe, il y a un récit identitaire irakien qui commence en fait à devenir un récit dominant. C'est l'affirmation d'une spécificité irakienne, d'un chiisme irakien, mais on est en train de parler de phénomènes qui ne se concrétisent pas, ne se matérialisent pas en quelques années. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire abstraction de ce sentiment, si on veut l'appeler comme ça, de ce sentiment un peu patriotique, un peu nationaliste irakien et qui s'exprime toute confession confondue, y compris côté kurde. Il y a une irritation à voir l'Iran interférer dans les affaires du Kurdistan aussi. Donc ce réflexe nationaliste anti-iranien, il est là, il existe. Maintenant, il est au stade balbutiant. Il n'est pas porté par des formations politiques homogènes, stables, capables de parler d'une seule voix. Il est porté par des individus. Parfois, par exemple, quelqu'un comme Moqtada Sadr, il peut enflammer les foules par un discours anti-iranien, et puis on peut le voir quelques jours plus tard recevoir Soleimani ou aller à Beyrouth négocier avec les Iraniens par l'intermédiaire de Hezbollah libanais. Donc là encore, en fait, il faut juste, je ne dis pas que les idées ou le nationalisme ne comptent pas, mais on est face à une classe politique. Je ne sais pas comment la qualifier sans être ordurière. Enfin, c'est une classe politique qui est prête à vendre le pays au plus offrant. Corrompu, mais c'est au-delà de la corruption. C'est-à-dire que ce qu'on disait avec Dominique juste avant le début de la conférence, ce sont des gens qui peuvent être extrêmement fanatisés, extrêmement idéologisés. Vous parlez de la défense, de la secte, de la confession, de l'ethnie, et en même temps, du jour au lendemain, basculer, changer totalement d'opposition pour des intérêts financiers, des intérêts purement matériels, ou parce qu'ils veulent rester sur le devant de la scène, et le seul moyen de le rester, c'est de s'allier au diable. Je ne veux pas pousser trop loin la comparaison avec le Liban, parce que ça n'a pas de sens, mais quand même, est-ce que la classe politique libanaise, elle n'est pas comme ça depuis des décennies, c'est-à-dire à la fois capable de tenir des discours libanais, et puis on court à Damas oui. pour, je ne veux pas être grossier non plus, mais enfin, vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire à Damas quand on est devant Bachar al-Assad et qu'on s'appelle X, Y ou Z. Vous avez entièrement raison, la comparaison est parfaitement valable. Moi, j'ai interviewé des politiciens sunnites de premier plan qui, pendant 1h30, m'ont infligé un discours anti-iranien, un discours complètement sectaire, les Perses, les Rajam, les machins, le chiisme. Donc pendant 1h30, j'ai subi ce discours. Le lendemain, sur les groupes WhatsApp, puisque c'est comme ça qu'en fait les choses, le politique fonctionne par WhatsApp en Irak, sur des groupes WhatsApp, je reçois la photo de ce même politicien sunnite de premier plan en train de verser quelques larmes aux funérailles de la mère de Qasem Soleimani à Téhéran. Ils se sont tous précipités. En fait, ils voulaient arriver en premier. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Je ne dis pas qu'au niveau de la société, au niveau du sentiment de l'appartenance identitaire, de l'Irakité, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais la classe politique fonctionne totalement en dehors de ces réflexes nationalistes, patriotiques ou de ces calculs. Elle a sa propre logique qui n'a rien à voir avec le sentiment national ou son absence. Hein. D'autres questions? Monsieur là-bas? Il y a beaucoup de questions. Ça.
Oui, vous avez commencé à répondre en fait à ma question sur Mortada. Parce que, bon, enfin, Mortada, vous dites que le système politique est irréformable. Mortada s'est présenté aux élections en prétendant réformer le système, justement. Ra'i al-Islah, en fait. C'est comme ça qu'il se présente, en fait, comme le gardien de la réforme. Voilà. Et donc, le berger de la réforme. Enfin, notamment en mettant fin au système de quotas, en portant un discours plus nationaliste, non confessionnel, parce qu'il a même dit les juifs irakiens, je crois, sont tout aussi irakiens que nous, etc. Et on peut dire que sur l'Iran, enfin ce que vous dites sur l'Iran, on peut dire qu'après tout, il n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que n'importe qui arrive en position de pouvoir en Irak est obligé de louvoyer avec l'Iran. Alors, est-ce que vous croyez à sa sincérité? Je pense que non. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de faire au moins quelque chose contre le système des quotas? Voilà. Qu'est-ce que... Alors, au-delà des excentricités du personnage et du fait qu'il est extrêmement imprévisible, personne ne sait, y compris ses collaborateurs les plus influents, les plus proches, ne savent pas ce que Mortada va faire. Alors pour le moment, il a changé son discours, il a beaucoup modernisé son discours, enfin il s'est professionnalisé. Il n'est plus dans les prêches incendiaires où il veut tout renverser, tout brûler. Il se présente aujourd'hui comme quelqu'un qui a une véritable stature d'homme d'État, de patriote. Mais je dirais que sa faiblesse, c'est le fait qu'il ne commande pas son propre mouvement. Lui a une sacralité, en fait, le personnage de Mortada, du fait de sa filiation, de son appartenance à une dynastie cléricale extrêmement prestigieuse en Irak, du fait que son père a été assassiné par Saddam en 99. Je dirais que c'est un héritier qui est assis sur un immense capital symbolique et un immense capital de mobilisation populaire, mais qui ne sait pas quoi en faire, pour le moment. Il a tout essayé, Mortada, depuis 2003. Il a essayé la rue, de mobiliser la rue par des manifestations et des rassemblements dits millionnaires. Il a pris les armes aussi contre l'insurrection, contre la présence américaine. Il a pris les armes contre le gouvernement maliki. Ensuite, il a rallié le procès. Il s'est exilé en Iran pendant un moment, à l'époque où sa milice, l'armée du Mahdi, était blacklistée par les Américains et où la plupart des miliciens sadristes se côtoyaient les futurs djihadistes de l'État islamique à Camp Bouka, dans le sud de l'Irak. Donc, il a tout essayé. Aujourd'hui, il n'a toujours pas tranché, en fait, ses tiraillements. Il a un pied dans le processus politique officiel. Il a envoyé aux élections des candidats un peu plus présentables que ceux d'avant, un peu capables. Il a recruté beaucoup dans les milieux universitaires et dans les milieux de journalistes pour avoir des gens capables de se présenter dans les médias d'une façon plus convaincante que la première génération de miliciens sadristes qui étaient soit des enturbanés avec une formation religieuse extrêmement rudimentaire, soit des hommes qui ne savaient que manier les armes. Donc aujourd'hui, le mouvement se professionnalise. Mais en même temps, le mouvement est extrêmement vulnérable aux infiltrations iraniennes. L'Iran peut torpiller le mouvement. L'Iran dispose de suffisamment de gens à l'intérieur de la mouvance sadriste pour, à n'importe quel moment, provoquer des scissions, des défections. On l'a déjà vu. Et c'est aussi la raison pour laquelle Mortada Sadr a souvent recours à... Soit il emprisonne ses hommes qui lui ont désobéi, soit il recourt à des assassinats en éliminant ceux qui se rapprochent trop de l'Iran ou de ses adversaires politiques. Donc là encore, on est en train de parler d'un mouvement politique qui a un immense réservoir de mobilisation et une légitimité qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est très populaire dans les milieux pauvres de la banlieue de Bagdad et dans le sud, dans les trois gouvernorats les plus démunis du sud de l'Irak, c'est-à-dire Basra, Nasiriyah et Misan, ou Amara en fait, la région d'Amara. Donc là, il a un immense réservoir de mobilisation, mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire. Il est lui-même contraint par
acteur de la scène politique. Et Moqtada ne veut surtout pas prendre le risque d'une confrontation avec ses adversaires qui sont les miliciens de la mobilisation populaire. Mais si on oublie le peuple irakien, on parle de la classe politique, est-ce que qui que ce soit a intérêt à réformer le système? Est-ce que le fait de réformer comporte pas beaucoup plus de risques que d'avantages? Il ne s'agit pas de réformer. Dans l'esprit des politiciens irakiens, il ne s'agit pas de, même si c'est devenu la rhétorique obligée, il ne s'agit pas de réformer le système. Il s'agit simplement de se repositionner, de renégocier sa part du système vis-à-vis de ses adversaires. Et c'est en cela que l'après-Daesh, en fait, est important. C'est un moment de renégociation des rapports de force intra-chiites, uniquement. On oublie les deux autres composantes, les sunnites et les kurdes, on leur réglera leur compte plus tard. De toute façon, ils ne sont pas, aujourd'hui, ils ne disposent pas de suffisamment de force pour menacer Bagdad. On l'a vu, par exemple, après l'échec le référendum kurde sur l'indépendance a été un fiasco total. Bagdad en a profité pour faire une contre-mobilisation. Bagdad a réinvesti quand même la province de Kirkouk, la province pétrolière de Kirkouk. Donc aujourd'hui, les Kurdes sont dans une moins bonne position vis-à-vis de Bagdad qu'ils ne l'étaient avant Daesh, même si les premiers temps de Daesh ont été euphorisants pour les Kurdes puisqu'ils ont déferlé sur des tas de régions et ils ont agrandi leur territoire à ce moment-là, mais il y a eu un reflux après la libération et aujourd'hui ils ont non seulement à faire face aux troupes régulières à l'armée irakienne, mais ils doivent aussi composer avec les miliciens de la mobilisation populaire dans un certain nombre de régions dites disputées. Ce sont les fameuses Disputed Internal Boundaries, pour reprendre le jargon des Nations Unies, dont le sort devait être réglé par voie de référendum, qui ne verra jamais le jour, tout simplement, parce que personne n'a intérêt à ce qu'on sache exactement quelles sont les proportions ethniques dans ces régions-là, chacun se contentant de dire que historiquement, ce village a toujours été kurde, ceux d'en face disent pas du tout. Donc voilà pour le moment où on en est. C'est... Aude, derrière, voilà. C'est bon. Oui, merci beaucoup, madame, vraiment de cette présentation. Il n'y a pas un bout de grade. J'ai une question et une remarque. La question, c'est qu'est devenu Iyad Allawi et son mouvement, la Iraqiyoun, des tout débuts de la libération de l'Irak. Et ma remarque, elle a trait au fait que dans cette montée en puissance de la revendication sociale dans tout le monde arabe, et il ne faut pas oublier le Rif marocain. Oui. Parce qu'en plus, ça a un côté symbolique qu'à l'extrême, à la pointe ouest du monde arabe, il y a une province sunnite qui se soulève avec exactement les mêmes revendications sociales contre la corruption qu'à l'extrême est du monde arabe, la province de Bassora, chiite, qui se soulève contre aussi son régime chiite. Absolument. Merci de cette remarque. Effectivement, les conditions les ingrédients de l'effervescence du Rif marocain sont quasiment en tout point similaires à ceux du sud de l'Irak. On a affaire à des régions rurales, des régions où l'agriculture en fait a totalement disparu, faute d'eau, il n'y a plus d'eau, et surtout du fait de la destruction du peu d'infrastructures agricoles qui existaient dans le sud. Il n'y a pas que Daesh qui a détruit l'agriculture dans les zones sunnites. Le sud de l'Irak a été totalement à l'abandon depuis 2003. Et puis parce qu'on est dans cette logique d'économie depuis déjà les années de guerre contre l'Iran. Donc si on veut vraiment être précis. Sur Iyad Allawi, aujourd'hui en fait il a eu son moment de quasi-gloire en fait en 2010, au moment où Maliki lui a volé la victoire. Aujourd'hui, Iyad Allawi ne commande plus, n'a pas de véritable parti politique. Les députés qui ont été élus en 2010 et en 2014 sur sa liste électorale, aujourd'hui, se vendent au plus offrant. Ils se sont totalement dissous dans l'échiquier politique irakien, indépendamment des affiliations idéologiques ou religieuses. Mais en tout cas, Iyad Allawi, lui, ne dispose plus de relais à l'intérieur du système politique irakien, à mon sens. Merci. L'IREMO passe à l'extrême gauche. Voilà. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Question concernant Al-Sistani. Quel rôle joue-t-il encore aujourd'hui, notamment
avec Moqtada ou contre Moqtada al-Assad? Quel est leur lien et quel rôle peut-il jouer pour essayer de passer outre cette situation extrêmement coincée? Bon, Sistani, clairement, c'est une autorité que j'appelle supraconstitutionnelle. On ne sait pas trop s'il est au-dessus de l'État, parallèle à l'État, mais en tout cas, toujours est-il que ce que dit Sistani personne ne peut passer outre au niveau alors dans les faits, on s'accommode, on s'arrange, il y a des moyens, il y a des passerelles de communication, de négociation entre la classe politique et le cabinet, entre guillemets, de Sistani. Mais en tout cas, ça reste quand même une autorité qu'il est difficile de contredire en Irak. Le problème de Sistani est c'est un personnage un peu fantomatique. En fait, là, les dernières semaines, il est sorti de cette posture. On l'a vu. Il a reçu la représentante des Nations Unies en Irak, une femme. Donc, c'est une première pour Sistani qui, d'habitude, ne le fait pas, comme la plupart des ayatollahs, en tout cas à Najaf. Il est sorti un peu de cette invisibilité. Le moment, en tout cas, il est sous pression. Il doit mettre un peu d'ordre. On l'a vu aussi avec le président iranien et son ministre des Affaires étrangères qu'il a reçu, tout en réaffirmant un discours irakien, en disant « Nous nous réjouissons du fait de... » On remercie l'Iran pour son soutien dans la lutte contre Daesh, mais le plus important, c'est que l'Irak dispose de bonnes relations avec l'ensemble de son environnement régional, sous-entendu les puissances arabes également. Donc Sistani s'en tient à une position un peu de neutralité au-dessus de l'ensemble de la classe politique. Il a évidemment des relations plus rapprochées, plus cordiales avec un certain nombre d'acteurs de l'échiquier politique. Il est aujourd'hui, même Sistani, du fait de la guerre de Daesh, s'est transformé en acteur, je dirais, milicien. Le bureau de Sistani dispose de 2 ou 3 milices qui se sont battues. Alors, inutile de dire que ce sont les milices que les Américains appréciaient et qu'on a aujourd'hui envoyées pour sécuriser un segment de la frontière syro-irakienne. Donc là encore, quand on parle de la mobilisation populaire, il y a un peu de tout. Il y a y compris des milices qui travaillent et collaborent avec les Américains en toute bonne entente. Ça ne les empêche pas non plus de communiquer avec les Iraniens, ou d'avoir à un moment ou à un autre été formés par des instructeurs iraniens. Donc cela n'empêche pas. Sistani est un acteur dominant. On peut pas passer outre ses avis, ses fatwas. Mais en même temps, les choses se font à Bagdad et Sistani, en fait, peut légitimer un rapport de force. Une fois que les politiciens chiites ont atteint un rapport de force, se sont stabilisés, ont trouvé un compromis, Sistani peut légitimer ou peut corriger certaines choses dans ce processus si ça lui apparaît comme insatisfaisant. Quant à Moqtada a totalement basculé d'une hostilité absolument incroyable vis-à-vis de l'autorité de Sistani, dont le propre père de Moqtada, en fait, a construit son autorité religieuse en opposition à Sistani, qu'il décriait comme étant al-Marja'iyya samita, la Marja'iyya mutique, qui ne disait rien sous la dictature de Saddam, qui se contentait d'une position apolitique et qui ne s'occupait que des affaires du culte sans discuter de politique. Moqtada a beaucoup dénoncé l'autorité de Sistani. Je rappelle qu'en 2004, Moqtada a failli attaquer la milice de Jaish al-Mahdi, la milice affiliée à Moqtada, a attaqué les bureaux de Sistani en 2004 à Najaf. Et il a fallu l'aviation américaine pour les bombarder, pour que Najaf ne tombe pas entre les mains des sadristes et que Sistani ne soit complètement balayé de la scène religieuse irakienne. Aujourd'hui, Moqtada a basculé dans le soutien inconditionnel à l'ayatollah Sistani et il se présente sous l'autorité comme le serviteur de la Marja'iyya de Sistani. Voilà, ça peut changer. Ça peut changer. D'autres questions? Le micro est derrière vous, après vous pourrez... Oui, bonjour Bernard Cornu. Bonjour. Je connais l'Irak depuis 50 ans et j'y ai travaillé. Il y a 7-8 ans déjà, un avocat de San Francisco a constitué un gros dossier juridique très documenté pour pouvoir porter plainte contre les auteurs de la guerre. Il prouvait d'ailleurs notamment que la guerre a été décidée 2 ou 3 mois après le 11 septembre, en 2011, fin 2001, pardon.
En 2015, un ancien officier américain, ancien entrepreneur militaire, a publié un gros livre qui s'appelle « La destruction de l'Irak par l'Amérique ». Il y a quelques semaines, un ancien GI a écrit un article titré « J'ai aidé à créer Daesh » en critiquant justement toutes les actions américaines en Irak. Et il y a 3 semaines, enfin, un colonel français a critiqué la stratégie de bombardement massif. Ma question est, quels sont les groupes, et éventuellement les partis, qui demandent des réparations aux États-Unis et à sa coalition de l'époque pour les destructions massives de l'Irak? Voilà. Quel est l'état de ce débat aujourd'hui en Irak et l'état aussi de la discussion sur l'abolition de la Constitution de 2005? À ma connaissance, aucun politicien irakien sérieux, en tout cas ayant pignon sur rue, ne demande des réparations aux Américains pour les destructions que son pays a subies depuis 2003. En revanche, aujourd'hui, la question qui se pose et qui est instrumentalisée par les adversaires politiques, c'est la question de la présence des 5 à 8 000 soldats irakiens dans l'ouest du pays. Donc, américains, pardon, dans l'ouest du pays. C'est la seule question aujourd'hui qui est débattue un peu au Parlement irakien et qui va être, si l'affrontement entre l'Iran, l'administration Trump et ses alliés régionaux, si on va vers une escalade, c'est une question qui va se répercuter en Irak et qui va forcer en fait la classe politique irakienne à choisir son camp. C'est le SOFA, en fait, l'accord de retrait des Américains en 2011. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre juridique, en fait. Donc, il n'y a plus de cadre juridique. Leur présence pendant les années de guerre contre Daesh s'est faite sur la base d'accords ponctuels, enfin, d'un accord ad hoc avec le gouvernement Abadi. Aujourd'hui, bon nombre de chefs de milice de la mobilisation populaire demandent le retrait des troupes américaines et se targuent d'avoir assuré eux-mêmes la défense du pays. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin ni en nombre, ni en puissance militaire, ils n'ont pas besoin des soldats américains. Là encore, ce ne sont pas les quelques 5 à 8 000 soldats américains qui peuvent changer la donne sur un plan purement militaire sur le territoire irakien. Il ne faut pas se leurrer. Ils sont déployés là uniquement pour surveiller la frontière syro-irakienne, pour pourchasser les djihadistes et nettoyer les dernières poches de djihadistes. Ils ne peuvent pas peser sur le processus politique irakien. Impossible. Voilà. Et leur présence, en plus, va être instrumentalisée et agitée par un certain nombre d'alliés ou de proxys iraniens sur le sol de l'Irak. Jean-Pierre. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour cette super présentation. Un parti, plutôt une idée dont on n'a pas parlé, c'est la gauche en Irak. L'Irak a eu le plus puissant parti communiste de tout le monde arabe, avec le Soudan, je crois. Oui, avec le Soudan. Après le Soudan, oui. Ça dépend de quelle période on parle. Oui. Historiquement, c'est le PC irakien. Avant qu'on les extermine. Donc, je sais qu'il a toujours droit de citer, qu'il a toujours des bureaux au bord du Tigre, mais qu'est-ce qu'il en reste vraiment? Il s'est présenté aux élections, mais il n'a pas eu énormément de députés. Est-ce qu'il n'y a plus de gauche en Irak? Alors, idéologiquement, la société irakienne est quand même très imprégnée, en fait. Il y a une imprégnation idéologique de gauche qui est assez forte dans la société irakienne. Bon. Maintenant, dans les faits, le parti communiste irakien a totalement éclaté après 2003. Quand ils sont rentrés d'exil, le parti s'est divisé en plusieurs partis. Les Kurdes communistes sont partis chez eux. Le gros des troupes, en fait, c'est scindé. Il y a ceux qui ont rallié ceux qui sont entrés en politique avec d'autres formations, tout simplement. Mais juste quelque chose de symptomatique qui m'a frappé dans les premiers jours de la chute du régime de Saddam, c'était un peu l'euphorie. Moi, j'étais à Bagdad à ce moment-là, printemps 2003, dans l'euphorie de le tyran est tombé, etc. On a déboulonné la statue. Il y a eu le rituel de la Arba'in, en fait, chiite. Et à ce moment-là, tous les partis politiques chiites ont sorti des cortèges qui marchaient de Bagdad jusqu'à Karbala à pied, les processions. Et là, on a vu une procession du Parti communiste irakien
avec les vieux cadres du parti qui sont descendus dans la rue, s'autoflageller et crier « Ya Hussein ». Donc là encore, sociologiquement, ce sont des chiites. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas de sunnites dans le parti communiste. Historiquement, ils ont été très minoritaires et après 2003, il n'y a plus personne. Donc c'est un parti qui est sociologiquement chiite, qui n'a pas de véritable pouvoir, qui vit un peu de sa légitimité historique, de son aura de pays de parti qui a eu le plus de martyrs sous la dictature. Aujourd'hui, il ne peut pas mobiliser la rue. Et c'est ce qui a amené une autre scission au sein du Parti communiste à partir de 2011, après le printemps arabe. Un certain nombre de jeunes cadres du parti en ont conclu que pour vraiment pouvoir exister et peser sur la scène politique, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'allier à Muqtada al-Sadr. Et c'est cette fameuse alliance, à partir de 2015, qui a donné lieu à la coalition électorale de Saïroun, En Marche, un peu comme les marcheurs d'ici, qui se sont coalisés. C'est-à-dire qu'ils ont joué un rôle important dans la mobilisation à Bagdad. Les communistes, c'est indéniable. Par contre, une fois descendus dans la rue, ils avaient besoin d'une protection armée, d'une protection milicienne. Et cette protection, c'était les sadristes qui pouvaient seuls la fournir et faire en sorte que les autres, ceux de la mobilisation populaire, ne puissent en fait réprimer. Donc ils ont servi de protection à la fois armée et aussi de caution, qui ont permis aux communistes, un certain nombre d'entre eux, notamment Jassem El-Helfi, qui est un des porte-parole de la mobilisation depuis 2015, d'entrer sur la scène politique. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde qui a été élu sur la coalition Saïroun, les communistes n'ont eu que 2. Les gens qui vraiment font partie, sont issus des rangs du Parti communiste, il n'y en a eu que 2 sur la coalition de Muqtada qui compte 54 députés. Donc, ils ne peuvent pas exister en dehors. Ils ont un effet multiplicateur sur la mobilisation sadriste, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'eux ne profitent pas de leur alliance. En fait, c'est une alliance un peu à sens unique qui ne profite qu'au courant sadriste pour redorer son blason et finalement s'ouvrir à des segments de la société irakienne qui étaient un peu effrayés par le côté religieux. Donc voilà, ils ont aussi aidé Muqtada à changer son discours. Donc, il travaille sur Muqtada, en fait, à un peu moderniser son discours, l'extraire du sectarisme, l'extraire de l'obscurantisme religieux qui était sa marque de fabrique au début des années 2000. Aujourd'hui, ils essayent de le pousser vers un discours de mujtama' madani, de société civile, d'État national, parce qu'on ne peut plus parler. L'autre modèle, c'est un État religieux, un État confessionnel, et ils poussent Muqtada à adopter un discours un peu de mobilisation citoyenne, en fait. Toujours la comparaison avec le Liban. Quand on connaît bien le Hezbollah, on sait qu'on y rencontre pas mal d'anciens communistes, ouais, dont la tactique est de peser, d'influencer. Oui. L'histoire des communistes arabes, c'est une histoire quand même essentiellement on a eu la même chose de massacres qu'ils ont subis. En 2003, quand les communistes sont rentrés d'exil et ont voulu ouvrir des bureaux à Sadr City, qui est la fameuse banlieue de Bagdad, ils ont été soit chassés, soit assassinés par les sadristes en leur disant non, vous ne rentrez pas dans notre sanctuaire. On arrive aux dernières questions, donc il y en a une derrière et il y en a une monsieur devant depuis longtemps. Oui, bonjour. Anaïs. Oui, bonjour. Bonjour Dominique. Je voulais plutôt que tu nous parles de la question de la réconciliation nationale, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup, en tout cas nous, communauté internationale, quand les Irakiens s'expriment aux Français, aux Américains, c'est assez promu. Je comprends un peu de ce que tu dis, que c'est pas vraiment à l'ordre du jour, en tout cas en termes de politique nationale, mais je me demandais s'il n'y avait pas des arènes un peu neutres comme ça, qui peuvent accueillir un peu des échanges à ce sujet-là. Est-ce que les autorités locales, au niveau des gouvernorats, des municipalités, pourraient éventuellement jouer ce rôle-là avec la société civile? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, un petit espace pour ça? Alors, ce qu'on a longtemps entendu par réconciliation nationale en Irak depuis 2003, c'est une réconciliation entre communautés, en fait. C'était essentiellement une réconciliation entre sunnites et chiites. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas fâchés. Vous avez des vaincus et des vainqueurs. Et des vaincus qui savent qu'ils ne peuvent exister aujourd'hui et se réinsérer dans le jeu politique qu'en étant cooptés par les vainqueurs. Donc voilà pour le moment ce que signifie la réconciliation nationale à Bagdad, à l'échelle du pays.
Et la commission qui a été instaurée pour en fait mettre en œuvre cette politique de réconciliation nationale, aujourd'hui c'est une coquille vide. J'étais à Bagdad il y a 3 semaines, j'ai rencontré leur directeur, il n'a plus de budget. Donc ça donne une idée du désintérêt. En fait, c'est une catégorie qui est devenue complètement obsolescente. Aujourd'hui, il s'agit pas de réconciliation nationale. Donc il n'a plus de budget. Il se maintient parce qu'on a créé une administration, une bureaucratie, des intérêts, de la corruption, des avantages de la prédation. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est pas, je dirais qu'elle a perdu la main, qu'elle ne parvient pas vraiment à faire quoi que ce soit. Mais il y a un problème de réconciliation qui, néanmoins, aujourd'hui, on change d'échelle. Il ne s'agit plus de se réconcilier entre communautés, mais il s'agit de se réconcilier à l'intérieur des communautés. Et surtout à l'intérieur du monde sunnite, où la guerre contre Daesh a fait des ravages, en fait, avec tout le problème des camps dans lesquels sont détenus des milliers et des milliers d'hommes, des familles dites les familles de Daesh, ou les enfants de Daesh qui ont été chassés de leur village, et les habitants qui sont restés pro-Bagdad refusent aujourd'hui de les voir revenir dans leur maison. Ils sont spoliés de tous leurs biens sous prétexte que c'était des collaborateurs de Daesh. Donc là est le véritable problème, et c'est là en fait où il y a les risques d'une autre conflagration, en fait d'une autre déflagration, d'un autre affrontement, d'un autre type. Mais ça sera une guerre intime à l'intérieur de chaque communauté. Et là, Bagdad a perdu la main. Alors il y a des initiatives menées par la communauté internationale, financées que ce soit par les Nations Unies ou par d'autres bailleurs de fonds, qui consistent un peu à faire des petits programmes de réconciliation. C'est des petits événements du genre des soirées où on fait venir des jeunes qui récitent des poèmes, qui parlent de réconciliation, de citoyenneté, etc. Mais franchement, il n'y a pas de... Tant qu'on n'aura pas clarifié juridiquement la situation, c'est-à-dire qui est coupable, qui ne l'est pas, qui va juger les collaborateurs de Daesh, quel est le degré de on criminalise quel type de compromission avec Daesh. Est-ce que le simple fait d'être resté à Mossoul, quand on est un habitant de Mossoul pauvre dans un quartier où on n'avait pas le choix, est-ce que le fait d'être resté sous l'occupation de Daesh fait de vous nécessairement un collaborateur et quelqu'un qui a adhéré au projet idéologique de Daesh? Non. Le problème est que le système est violent, le système est corrompu, le système est arbitraire. Il y a les pires collaborateurs émirs de Daesh qui ont pu se recycler, ou en tout cas au moins par le biais d'un certain nombre de collusions, s'enfuir du pays, alors que le pauvre type qui est juste resté chez lui ou qui était policier à Mossoul, il est resté policier, mais il est devenu policier de la Dawlat al-Khilafa, en fait. Et ben, est-ce que ce type-là était un collaborateur? Est-ce qu'il faut l'éradiquer? Est-ce qu'il faut le mettre dans un camp d'isolement? Est-ce qu'il faut le spolier du peu de biens qu'il possède? Est-ce qu'il faut pousser à l'errance dans les zones désertiques sa femme et ses enfants? Voilà. La question cruciale quand on parle de réconciliation qui ne s'oppose plus à l'échelle du pays, juste à l'échelle villageoise, en fait, au micro niveau de coexistence entre voisins, en fait. Avant la dernière question, monsieur, je vous signale que vous pouvez retrouver Louloua Al-Rachid demain au Collège de France entre 8h30, oh là là, ça c'est dur, tôt, et 19h pour un colloque qui s'appelle La France et le Moyen-Orient. Parmi d'autres collègues, bien évidemment, sûr, dont un certain nombre de collègues venus d'Irak. Voilà, donc de la violence à l'espoir, ça s'appelle de manière optimiste le colloque, et il est organisé par Antoine Compagnon et Henri Laurence. Du Collège donc de France. vous seriez certainement les bienvenus. Là-bas, je vous donne la parole pour la dernière question. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure au Rif marocain. Je trouve que c'est une région que je connais un peu et qui est relativement prospère, comme vous le savez, grâce au KIF. Oui. Est-ce que c'est la même chose que l'on peut attendre, qui existe déjà en Irak? Et pour dépasser un peu cette question, quelles sont les opportunités économiques que vous voyez pour l'Irak aujourd'hui? Parce que l'heure est quand même à l'économie. Alors, l'Irak n'est pas producteur de drogue. Hein. Rien ne pousse en Irak, pas même de la drogue. Par contre, l'Irak est un important pays de transit, en fait, et d'approvisionnement des pays du Golfe. La drogue qui est produite en Afghanistan transite par l'Iran et ensuite entre par le Koweït, où la frontière en fait entre l'Irak et l'Arabie Saoudite et le Koweït
c'est par ce biais-là qu'elle rentre dans les pays du Golfe. Mais l'Irak en lui-même n'est pas. Alors, il y a depuis quelques années un véritable problème de drogue, de circulation de drogue dans le pays. Les gouvernorats limitrophes de l'Iran sont les plus touchés. Alors, ce qu'on consomme, la jeunesse en Irak se drogue, comme partout. Elle se drogue surtout avec des dérivés, le cristal meth, des trucs chimiques, en fait. Voilà, et ça devient de plus en plus problématique. Par exemple, il y a quelque temps, on a vu en Irak sur Facebook des vagues de suicides, des jeunes qui annonçaient leur suicide sur Facebook et qui se suicidaient. C'était des gens complètement toxiques, des jeunes tombés dans la toxicomanie. Donc la drogue devient un problème. Il y a une dizaine de jours, le Premier ministre s'est mis à accuser des tas de pays, évidemment tous sauf l'Iran, de favoriser en fait l'entrée de la drogue dans le pays et d'accuser le Hezbollah en fait. Donc bon, mais en tout cas l'Irak est pour moi d'abord un lieu de consommation en fait et de transit pour la drogue. Ensuite, pour dépasser ce problème, quelles sont selon vous les opportunités économiques du pays? C'est un pays rentier, c'est un pays qui a les deuxièmes plus grandes réserves de pétrole au monde. La production est, en dépit de toute la violence politique depuis 2003, la production a augmenté, la production a atteint un niveau record aujourd'hui. Par rapport aux capacités et à l'état lamentable de l'infrastructure pétrolière, on est au maximum de ce que l'Irak peut produire. 3,5 millions de barils, je crois. Voilà. Et donc, c'est un pays pétrolier avec des capacités qui est solvable, hein, même s'il y a un début d'endettement, mais c'est un pays qui est solvable. Donc, c'est un pays aussi dont l'infrastructure est détruite et qui a d'immenses besoins. Donc, il y a des convoitises, il y a un marché aussi de 40 millions de consommateurs. L'Irak est un pays relativement peuplé, un pays où le taux de natalité reste un des plus élevés de la région. Donc, c'est un pays qui a du potentiel. Mais je crois que la violence reste toujours un frein, mais c'est surtout la corruption et la bureaucratie irakienne et l'obsolescence, en fait, faut pas oublier, on parle beaucoup de l'Irak, pays de 7000 ans de civilisation, pays qui un jour a été à la pointe du progressisme arabe et de la construction étatique et économique, mais c'est un pays qui est exempt du fait de l'exode. Rien qu'à l'ordre des médecins britanniques compte à peu près 4000 médecins irakiens. Donc ce sont des médecins qui sont perdus. Vous avez des nouvelles générations qui ont été formées pendant les années de guerre, pendant les années d'embargo. Il ne faut pas oublier, on ne parle plus aujourd'hui de l'embargo. Je sais que Bernard Cornu a beaucoup fait pour sensibiliser en fait l'opinion internationale et française en particulier aux destructions infligées par les 13 années d'embargo économique. Mais c'est un pays qui aujourd'hui a une infrastructure humaine, des ressources humaines, une administration vieillissante et obsolète, avec une relève générationnelle qui ne peut pas se faire, puisque les jeunes, quand ils sont diplômés, quand ils sont formés, ils sont comme tous les autres jeunes de la région, ils veulent partir. J'ai vu des miliciens du Hashd al-Sha'bi finir en réfugiés politiques en Allemagne. Donc c'est dire à quel point ce potentiel énorme de l'Irak, en fait, est hypothéqué par le politique et l'état lamentable de l'infrastructure humaine du pays aussi. Je remercie toujours les invités, bien sûr, c'est normal, mais là, je voudrais vraiment remercier très spécialement Rachid, parce que c'est une parole rare, une parole très sérieuse et très rare. Merci.